J'ai quelques souvenirs de cette époque, en particulier une certaine nuit où les nuages étaient trop bas pour effectuer des missions de bombardement. Le commandant de l'armée eut l'idée saugrenue de nous envoyer croiser sur les lignes pour que le bruit du moteur des avions puisse se confondre avec celui des moteurs des tanks Renault, nouvellement utilisés comme moyen d'attaque, et qui allaient être engagés le lendemain. Pour ne pas avoir l'air de refuser, je m'envolai jusqu'aux lignes, mais indiquai au retour que cette mission était vraiment trop risquée à cause du mauvais temps, et nos avions restèrent au sol. Un autre malheureux événement qui montre combien le danger de ces vols provenait davantage de l'imperfection de notre matériel que du fait de l'ennemi. Un observateur expérimenté vérifiait toujours que le nombre des explosions de bombes au sol correspondait à celui des projectiles largués, car il arrivait parfois que dans certains types de lance-bombes, placés sous la carlingue, hors de la vue de l'observateur, une bombe puisse rester coincée dans le dispositif de lancement. L'observateur devait alors essayer de se débarrasser de cet objet devenu dangereux. S'il n'y arrivait pas, il devait en prévenir son pilote, pour que ce dernier tâche de réussir son atterrissage avec le plus de douceur possible, et rester sur place en attendant qu'on puisse décrocher cette bombe. Or donc, au retour d'une mission de bombardement, un équipage d'une escadrille de notre groupe ne s'était probablement pas aperçu qu'une bombe était restée dans le dispositif de lancement. Cette bombe se détacha au moment où l'avion toucha le sol, explosa, et l'avion de nos camarades prit feu instantanément. Détail macabre, c'est la première fois, et heureusement la seule, qu'il m'est arrivé en dégageant les victimes de cet accident, de constater combien le corps de nos camarades était réduit à la dimension de celui d'un enfant. Pareil spectacle n'avait cependant pas d'influence sur notre morale, tant il est vrai que le risque était accepté une fois pour toutes, et que chacun pensait que cela ne lui arriverait pas. Quelques jours avant de quitter l'escadrille, j'eus l'occasion unique de pouvoir attaquer un bombardier ennemi. Cette nuit-là, Bonon effectuait son 100e bombardement. Après avoir jeté nos obus sur la gare de Guiscard, nous regagnions notre terrain. C'est le moment le plus agréable de la mission. Il fait très beau, le moteur tourne rond, nous profitons de l'agrément du vol. Nous allons bientôt nous poser, sans histoire. Nous contrôlions cependant notre itinéraire de retour et venions de passer Moreuil, lorsque tout à coup, une série d'explosions au sol nous fit comprendre qu'un avion ennemi venait d'effectuer un bombardement. Nous étions en arrière de la traînée des bombes, et cela nous permit de découvrir l'auteur de ce bombardement, car encore une fois, la visibilité était bonne, et l'appareil se trouvait en dessous de nous, se détachant très visible par rapport au sol. Le temps de faire un léger S, et je me retrouvais dans le sillage de l'avion ennemi, et légèrement au-dessus. Nous étions à peu près à 150 ou 200 mètres de lui. J'avais ouvert les gaz en grand, et je poussais sur le manche à balai pour voler au maximum de vitesse, et tâcher de me rapprocher de lui. Or, c'était un Kota bimoteur dont la vitesse dépassait celle de voisins d'au moins 30 km à l'heure. Mais comme je devais m'en rendre compte un instant plus tard, il naviguait au ralenti. Je compris très vite que, bien que même à plein moteur, j'arrivais tout juste à le suivre. Bonon se décida donc à ouvrir le feu, et les balles traçantes frappant la carlingue nous montrèrent que le tir était bien ajusté. À ce moment-là, le pilote allemand remit les gaz en grand, car des gerbes d'étincelles jaillirent des pots d'échappement du Kota, et Bonon n'eut pas la possibilité de placer un nouveau rouleau de 47 cartouches sur la mitrailleuse, car l'avion ennemi disparut très vite. Ainsi se termina, sans succès, la seule rencontre que nous eûmes avec un appareil ennemi. Bien qu'ayant volé de nuit pendant plus de 2 ans et demi, je n'ai pas eu souvent l'occasion d'y croiser d'autres avions. Voici une de ces rencontres. Au cours d'un bombardement sur la gare de Thionville, le hasard voulut que j'aperçus un avion de notre escadrille volant à peu près à notre hauteur et qui avait été pris dans les faisceaux des projecteurs ennemis avant même d'arriver à Metz. En l'occurrence, quand on était pris dans tel faisceau, la méthode pour en sortir consistait à incliner l'avion pour que les rayons lumineux éclairent les plans de l'avion par la tranche, ce qui fait que pratiquement l'avion devenait invisible, la carlingue seule continuant à être éclairée, et une carlingue d'avion représentant quelque chose de tout petit à une distance de 2 ou 3 000 mètres. Mais il fallait faire cette manœuvre très rapidement, car sans cela d'autres postes de projecteurs ennemis, s'apercevant qu'un avion était éclairé, dirigeaient leur faisceau sur l'avion, et la manœuvre précédente ne servait plus à grand-chose, car il était pratiquement impossible d'incliner l'avion dans les faisceaux de plusieurs projecteurs à la fois. On tâchait alors de s'en tirer par des manœuvres diverses, sinon il fallait bien souvent attendre qu'on ait quitté la zone dangereuse. Donc cette nuit-là, mon ami Bogart, car c'était lui, comme nous l'apprîmes au retour de mission, s'était fait prendre dans les projecteurs qui jalonnaient la vallée de la Moselle.
Mais, imperturbablement, il continuait son vol vers l'objectif, sans se soucier des coups de canon qu'il recevait. Égoïstement, nous volions à quelques centaines de mètres de lui, dans l'obscurité la plus complète, tout à fait tranquille. Tout se passa bien. Nous pûmes bombarder tous les deux la gare, et je félicitais Bogart de son impassibilité. C'était un ch'timi des environs de l'île. Sa famille était en zone occupée, et il n'avait qu'une idée, faire la guerre pour délivrer les siens. D'origine modeste, il put être titularisé comme officier, et fut pendant près de 20 ans un des pilotes les plus expérimentés du CEV, Centre des essais en vol, à Villacoublay. J'ai souvenance également d'avoir évité de justesse une collision la nuit. Je commandais alors mon escadrille, et j'avais à mon bord le commandant Voisin, commandant l'escadre, qui, venant de l'aviation de jour, voulait se rendre compte de la façon dont s'exécutaient les missions de nuit. En donnant mes ordres au moment du départ, je fixai un itinéraire aller, un itinéraire retour, précisément pour éliminer un risque de collision. Mais il faut dire que mon escadrille était composée de jeunes équipages, pouvant commettre des erreurs de navigation. Je rentrai donc de mission. La nuit était heureusement assez claire, quand j'aperçus un de nos avions qui arrivait en plein sur nous. Je piquai violemment en virant à gauche. Surpris par cette manœuvre brutale, le commandant leva les yeux pour voir l'avion passer juste au-dessus de nous et disparaître à une vitesse de rêve. Il n'en revenait pas. Pour reprendre mon récit, à la suite de l'attaque du Gotha, je remarque aussi que le lendemain, au retour d'un bombardement de la gare d'Ognol, nous fûmes violemment pris à partie par une batterie anti-aérienne française. Mais Bonon repéra exactement l'emplacement de ses artilleurs, qui ne reçurent pas évidemment le lendemain des félicitations, incapables qu'ils étaient de discerner la différence entre le ronronnement d'un bimoteur et celui de nos appareils monomoteurs.